Je sais pas si je peux peut-être me lever pour faire une présentation, je peux faire. Ok. Peut-être présentez-vous parce que Voilà, je vais faire ça, effectivement. Donc, bonjour à tous, je me présente Gifkan Mohamed, je suis assistant diplômé en troisième année, donc ici à l'Université de Lausanne. Sous la direction, en fait, je fais une thèse sous la direction d'Antoine Kernen, du professeur Antoine Kernen. Il s'excuse pour son absence aujourd'hui, il a dû partir en fait en Chine pour un terrain. L'idée, en fait, c'est que je vais vous présenter justement la révolution des produits chinois en Afrique, qui est une présentation issue d'un article sur lequel nous travaillons à deux. C'est pour ça qu'il m'a demandé, en fait, aujourd'hui de venir faire cette présentation. Donc, la révolution des produits chinois en Afrique, notre étude de cas se concentre principalement sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais, pour ce faire, vous présenter une petite introduction. Enchaîner sur les produits chinois, histoire d'objectiver exactement de quoi nous parlons. Parler finalement des consommateurs de produits chinois et des commerçants de produits chinois pour finir par une conclusion. Alors, en termes d'introduction, l'idée ici, c'est l'idée de la Chine-Afrique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? Quelqu'un dans la salle? La Chine-Afrique, en fait, est une analogie assez maladroite qui tente d'expliquer le phénomène de rapprochement entre la Chine et l'Afrique. Chine-Afrique, pourquoi maladroite? C'est-à-dire que c'est une analogie qui fait appel au concept de France-Afrique pour traduire une situation qui est clairement différente de celle qu'on voyait dans les liens entre la France et l'Afrique. Alors, là, au niveau économique, la dimension économique du rapprochement entre la Chine et l'Afrique se passe au travers d'échanges commerciaux. On voit qu'ils évoluent très nettement à la hausse entre 2000 et 2000, ensuite même 2011, c'est-à-dire qu'il y a une faible diminution en 2009 qui est rattrapée en 2010 et qui dépasse la barre des 100 milliards d'échanges commerciaux, avec des investissements très marqués dans les matières premières. Au niveau de la dimension politique, et c'est ça peut-être la nouveauté du début 2000, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place d'un forum multilatéral de coopération entre la Chine et l'Afrique, qui s'appelle le Forum de coopération Chine-Afrique, avec des éditions qui ont débuté en 2000 et qui se pérennisent tous les 3 ans. Au dernier sommet de la Chine-Afrique, 49 pays africains sur 53 étaient présents. Il était question en fait d'aide, de prêts préférentiels, de prêts commerciaux. Pour l'exercice 2012-2015, la Chine a promis de verser une aide de 20 milliards de dollars à destination du continent dans sa globalité. Les réalisations en fait, de cette aide, tout particulièrement, et c'est là peut-être la spécificité de l'aide chinoise, c'est qu'ils réinvestissent dans des grands travaux d'infrastructure, comme des ponts, des routes, des choses qui ont été abandonnées par les bailleurs de fonds traditionnels de l'aide. L'intérêt, les intérêts pour la Chine dans cette affaire, en fait, marginalement, c'est vrai qu'il y a cette idée de soft power, mais plus principalement, l'idée ici est de lier l'aide à... c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un grand projet, on va construire une route et on va mandater une entreprise chinoise pour s'occuper de cette production. Donc, ça donne en fait l'idée, et c'est quelque chose qui apparaît dans énormément de textes, d'une puissance impérialiste de la Chine en Afrique. C'est basé sur l'analyse ou le constat d'une stratégie coordonnée de la Chine vis-à-vis du continent africain, au travers d'une organisation très efficace de la présence chinoise, qui est vue comme telle en tout cas, au travers d'impératifs de rationalité économique. Donc, ce qui amène pas mal de textes, en tout cas de la première vague de la littérature à ce sujet, à traiter de la Chine-Afrique en termes de néocolonialisme. L'idée, en fait, ici, c'est-à-dire que nous avons travaillé pendant 3 ans sur un projet FNS qui ne s'attaquait plus à la thématique de la Chine-Afrique au travers d'indicateurs et d'approches internationalistes. On a essayé véritablement de partir sur le terrain et d'inscrire cette thématique dans une approche socio-anthropologique. Donc ça nous a permis de rencontrer
les acteurs et de faire l'analyse de cette thématique par le bas. Donc, ce qu'il en ressort, et ça c'était 3 ans de recherche, la dernière recherche de la FNS qui vient de se terminer, c'est la grande banalité de la présence chinoise en Afrique. Donc la grande banalité, pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre, là où on voit en État ou en acteur unitaire, c'est-à-dire la Chine en Afrique, nous avons identifié 3 acteurs de cette présence chinoise. 3 acteurs qui ont, en plus, dans cette typologie, une multiplicité de profils et de stratégies impressionnantes et une certaine autonomie vis-à-vis de l'État. Donc que ce soit les entrepreneurs chinois, sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire les petits commerçants qui viennent s'installer principalement dans les capitales africaines, les entreprises d'État chinoises aussi qui jouissent d'une assez large autonomie dans leur implantation africaine et dans les objectifs qu'elles poursuivent, et la coopération chinoise, 3e acteur. Donc est-ce qu'il existe, et ça c'était justement le sujet de notre travail, est-ce qu'il existe une spécificité de cette présence chinoise en Afrique? Au travers des entrepreneurs chinois, c'est vrai qu'on a constaté que bien sûr, ils changent le paysage africain, c'est-à-dire qu'au coin de la rue, de telle rue en fait de Ouagadougou, on verra un commerçant chinois qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce paysage-là. Mais finalement, ils viennent se surajouter à des commerçants, ou en tout cas des entrepreneurs internationaux, qui étaient déjà très présents en Afrique depuis en tout cas 100 ans, les Libanais, les Syriens, les Indiens. Donc ils changent très peu en fait les dynamiques d'échange ou de commerce internationaux au travers de ces mouvements transnationaux. L'idée ici, les entreprises d'État chinoises, il est vrai que leur implication en fait, est assez limitée par le fait que, bien sûr, ils accroissent la concurrence pour les appels d'offres, c'est-à-dire qu'elles vont se proposer en fait, pour des appels d'offres internationaux demandés par un pays africain, mais finalement, elles s'insèrent principalement en marge des grandes compagnies déjà existantes. C'est-à-dire que, voilà, et en termes de gouvernance sociale, les choses qui sont principalement reprochées en fait, à ces entreprises d'État, c'est souvent les conditions de travail qui ont lieu dans ces entreprises. Et finalement, on avait fait une étude, comparer les conditions de travail dans une entreprise anglaise et dans une entreprise chinoise dans le secteur minier en Zambie. Les conditions étaient sensiblement les mêmes. L'idée en fait ici, c'est que quand on est dans dans une entreprise de bonne taille, la gouvernance sociale reste sensiblement équivalente. C'est quand on descend en fait dans les petites entreprises qui elles ont moins de visibilité, on peut tomber sur des pratiques qui sont à la limite de la légalité. La coopération chinoise, là, à part le fait qu'elle se porte justement sur des objets qui ont été laissés pour compte de la coopération traditionnelle, on voit peu de bouleversements majeurs dans les pratiques. Donc la spécificité chinoise, c'était notre conclusion, elle est difficile en tout cas à légitimer. Par contre, quelque chose qui justement a attiré notre regard et a donné lieu à une prolongation de notre projet FNS pour les 3 prochaines années, c'est cette question de la révolution des produits chinois, toujours vue par le bas. L'idée en fait ici, et on appelle cela une révolution parce qu'au niveau de la consommation des produits chinois, c'est vrai qu'on voit l'émergence de toute une nouvelle forme de pratique, une massification de la consommation dans les milieux africains, jusque dans les villages de ces produits chinois, et l'émergence d'une nouvelle culture matérielle. Le commerce de produits chinois, ici, en fait, c'est vrai que ça, dans tout le milieu commerçant, ça a entraîné une redéfinition des filières d'approvisionnement, c'est-à-dire que les acteurs du commerce qui traditionnellement allaient s'approvisionner en Europe ont redéfini leur filière d'approvisionnement vers la Chine. Ce qui a donné lieu en fait à une multiplication des commerçants actifs dans l'importation et la revente de ces produits, et à l'issue de ça, c'est-à-dire qui dit multiplication de ces acteurs, dit un certain accroissement de la concurrence et donc une complexification des codes de la concurrence autour de la vente et de l'importation de ces produits chinois. L'hypothèse, parce qu'on a essayé d'insérer en fait ces 2 constats dans une thématique beaucoup plus large, quand on sait que la gestion de l'importation en Afrique est un sujet central de l'économie politique des États africains, particulièrement pour certains États rentiers, l'idée ici, c'était de voir comment cette gestion pouvait être mise à mal par l'émergence de toute une nouvelle génération d'acteurs qui inscrivent leurs pratiques dans des pratiques transnationales. Et donc en fait, on essaie, et pour l'instant on n'a pas la solution, enfin ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un travail qui débute, on a des intuitions, elles devront être
vérifier enfin, dans les 2 prochaines années de recherche sur le terrain. Par contre, quelques premiers résultats, donc les produits chinois, pour mieux définir l'objet auquel je parle. C'est vrai qu'on parle de ces produits chinois comme étant arrivés dans les 10 dernières années, par contre c'est une nouveauté qui est toute relative. Avant cela, on a vu 2 phases historiques. Une première phase historique issue de la coopération, c'est-à-dire que la coopération même au sortir de l'indépendance pour certains pays africains, faisait don de produits chinois pour financer des projets de développement, qui étaient après directement vendus par les États africains sur leur sol pour financer en fait, justement ces projets de développement. Et il y a certaines entreprises publiques comme les Fasoyards au Burkina Faso qui ont très tôt lancé en fait, ces systèmes d'approvisionnement vis-à-vis de, enfin, à direction de la Chine. Les entrepreneurs chinois et africains, donc une vague qui arrive à la suite justement des indépendances, c'est énormément d'étudiants africains ont eu droit à des bourses d'études en Chine. Ces bourses ne permettaient pas forcément de pouvoir payer tous les frais liés à leur existence en, fait, en Chine. Donc, ils ont commencé à commercer dès les années 80, à faire du commerce de produits chinois directement à destination de l'Afrique. À cela vient se rajouter beaucoup de profils qu'on a remarqués au Mali, au Burkina Faso, de commerçants africains qui, déjà à l'époque, faisaient des voyages réguliers en Chine pour aller s'approvisionner. Bien sûr, les commerçants chinois qui eux-mêmes arrivent en fait sur le continent et vendent. Ce qu'il faut identifier, c'est les années 90 comme étant un âge d'or du commerce sino-africain, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, tous les acteurs qu'on a interrogés s'entendent pour dire que justement cette période était très intéressante, avec des marges de 300 à 400% sur certains produits, dus au manque finalement de concurrence. Ce dont on parle en fait là, c'est surtout ce concept d'accessibilité, c'est-à-dire que les produits chinois ont permis l'accès, enfin rendu possible l'accès à beaucoup de nouveaux, à des produits. L'arrivée de ces produits chinois ont rendu l'accès possible au travers d'une diminution des prix. Donc finalement, par rapport aux motos, on voit qu'on a un passage de 1 200 000 francs pour une moto à 350 000 francs CFA pour une moto chinoise. Des téléphones portables qui diminuent quasiment de 15 fois leur prix, des chaussures qui sont peut-être une diminution de 3 fois. Mais donc, ce facteur prix est très important, surtout pour une population à faible surface financière, comme justement ce qu'on peut retrouver dans certains cas en Afrique. Ce qui mène en fait à la typologie des produits chinois. L'idée ici, c'est que c'est une typologie temporaire, c'est-à-dire qu'on a accès sur cette accessibilité. Donc, les produits chinois, en termes d'accessibilité, permettent l'accès à des anciens produits de consommation courante, c'est-à-dire des produits qui étaient déjà présents dans le paysage africain, qui faisaient déjà partie de la consommation courante, mais dont les prix ont diminué sous la pression de l'arrivée des produits chinois. Donc, des produits qui étaient anciennement issus de l'industrie locale ou de l'importation, donc des vêtements, des ustensiles de cuisine. À cela vient s'ajouter des anciens produits de luxe, c'est-à-dire des produits qui jusqu'ici étaient réservés à une élite, comme les véhicules, les matériels électroniques, les produits électroménagers, les motos, etc. sont des produits qui, justement, en ayant subi une diminution de prix, sont accessibles à une portion de la population africaine qui ne pouvait pas y accéder. Et les nouveaux produits de grande consommation qui, justement, c'est autour de ça qu'on essaie d'articuler l'émergence de cette nouvelle culture matérielle, c'est-à-dire que c'est des produits qui n'ont apparemment aucune utilité. On parle des fleurs en plastique, des posters, des jouets, des choses qui apparaissent en fait sur le marché africain, qui sont très présents en fait comme produits chinois dans le paysage et qui sont justement plébiscités en fait par la population africaine, par une portion en tout cas de la population africaine. Les jouets, c'est des... Voilà. Par contre, il ne faut pas perdre de vue le fait que ces produits chinois viennent se surajouter à la présence de produits à des prix similaires, qui étaient des produits d'origine européenne, et qui sont des produits généralement d'occasion. On les appelle au Burkina Faso les francs au revoir, c'est-à-dire que finalement, l'accessibilité des produits chinois, enfin l'accessibilité permise par les produits chinois ne se fait que sur les produits neufs. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une subtilité. C'est-à-dire que les produits d'occasion existent toujours, sont toujours accessibles au même prix quasiment que les produits chinois. Donc, ce qui va m'amener en fait en termes de consommation, déjà à postuler le phénomène global, enfin la globalité du phénomène de la consommation des produits chinois.
Je vous ai mis quelques petites photos là. C'est pour illustrer le fait, enfin l'omniprésence de ces produits chinois dans le paysage africain. Donc, enfin voilà, ça c'est une anecdote, mais même les oignons en fait étaient en provenance de Chine, dans une certaine caisse que j'ai trouvée. Avec des choses assez drôles comme Panasonic, enfin par rapport à la contrefaçon, juste en bas, vous voyez, ou bien des Nokia qui s'appellent Nokia, enfin voilà. Des choses, un très large panel de produits finalement. Ce qu'il faut comprendre en fait, et c'est justement pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il existait aussi, enfin la coexistence de produits également d'origine européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplifier autour du prix. On ne peut pas considérer que les Africains sont en public captif des produits chinois. Parce que des alternatives, enfin une alternative en tout cas existe. Donc il faut repenser ces logiques de consommation, non pas seulement en termes de prix, mais autour de plusieurs dimensions. Nous on en a identifié 3, c'est-à-dire l'utilité. Finalement les produits chinois, les acteurs africains achètent selon des logiques d'utilité, c'est-à-dire que par exemple, acheter une moto, ça offre la possibilité de développer une petite entreprise de livraison. Des dimensions comme la distinction, et c'est là que se joue la différenciation entre le neuf et l'occasion, parce que justement il y a en jeu, ils sont mis en scène ces produits chinois dans le quotidien des Africains, et il y a cette idée en fait de plaisir, le plaisir lié à la consommation, qui est existant et qui... Voilà. Quelques cas enfin je vais passer dessus parce que ce serait trop long. Les nouveaux rituels de la consommation, c'est-à-dire qu'assortis en fait à l'arrivée de ces produits chinois, on a vu l'émergence de nouveaux rituels, donc qui s'inscrivent dans des rituels déjà existants bien sûr, mais qui s'articulent autour de ces produits chinois. Principalement autour de pratiques socialement situées. Aude Gosselin avait fait un très bon papier en fait, à ce sujet, où il expliquait comment les casseroles chinoises étaient rentrées dans les rites matrimoniaux, étaient constitutifs et centraux maintenant des rites matrimoniaux au Niger. La moto, par exemple au Burkina, est fréquemment offerte à un enfant pour marquer le passage à l'âge adulte. Voilà. Voilà, aussi. Donc, en ce qui concerne les commerçants de produits chinois, donc, il y a une littérature qui existe sur ce transnationalisme sino-africain, c'est-à-dire ces commerçants qui ne s'inscrivent ni ici ni là-bas, mais jouent entre le continent africain et la Chine pour faire des échanges. Une très grande littérature au travers justement des Chinois d'abord, parce qu'on a vu ce phénomène arriver dans les capitales africaines, donc il y a eu cette littérature qui a émergé, et finalement maintenant le miroir de cette première littérature sur la présence chinoise en Afrique, la présence africaine en Chine. L'idée ici, c'est qu'il y a une énorme diversité de profils. Par exemple, sur le secteur des portables, on voit que coexisteront, par exemple, un petit entrepreneur qui ira chercher 2 sacs de portables en Chine, 2 sacs à dos de portables, qui les rentrera comme ça, avec des gens qui rentreront des énormes containers. Donc les logiques de valises et de containers s'affrontent. Les logiques également de coûts, c'est-à-dire des gens qui vont une seule fois en Chine, essayent d'écouler et après disparaissent dans la nature, comme des logiques beaucoup plus durables de commerce. Nous, ce qui nous a intéressé, parce qu'on a vu que justement beaucoup de choses étaient faites sur ces commerçants qui partaient en Chine et ces commerçants qui justement venaient de Chine pour s'installer en Afrique, on a identifié les convoyeurs, ce qu'on appelle les convoyeurs de produits chinois, c'est-à-dire ceux qui prennent le relais depuis les ports et qui expliquent en fait la diffusion jusque dans le plus petit village africain. On a identifié très rapidement 4 types de voyages, c'est-à-dire ces gens qui s'occupent depuis les portes d'entrée de l'Afrique, c'est-à-dire depuis les ports qui diffusent ces produits, des gens qui s'occupent du trafic, souvent trafic, mais du commerce transfrontalier. On en a trouvé beaucoup, justement, par exemple, par rapport au Burkina Faso, sur la limite entre le Togo et le Burkina, à Saint-Quincé. Entre pôles urbains, c'est-à-dire que des gens se déplaceront tout simplement entre une capitale et une ville secondaire pour justement gagner, en fait, avec cette différence de... enfin, ce déplacement des produits, une certaine marge, et à destination des villages, parce que finalement, on en trouve en fait des produits chinois jusque dans le plus petit village, en tout cas au Burkina. Moi je me suis avancé très très loin dans le Sahel et j'ai vu ces produits très très loin dans les villages. Donc la conclusion, pardon, je finis, voilà, j'arrive à la fin. Donc est-ce qu'on peut justement constater cette émergence de toute une nouvelle génération d'entrepreneurs? Est-ce qu'on peut
partir du principe qu'elle a bouleversé les mécanismes préexistants de gestion de la rente liés aux importations. Notre conclusion intermédiaire pour le moment est assez nuancée, c'est-à-dire qu'on voit que, bien sûr, il y a cette émergence de toute une nouvelle génération, mais finalement, ça ne change que très peu ce qui se passe au niveau de l'économie politique des États africains. C'est-à-dire que les anciennes élites se sont reconverties sous la pression de l'arrivée de ces nouveaux acteurs. On a vu justement, typiquement dans le secteur des motos, des personnes très proches du pouvoir au Burkina Faso passer du secteur des motos vers les télécommunications. Donc finalement, il y a une perpétuation de ces élites économiques ou politiques. Et que quand quelqu'un émerge un petit peu trop, il est assez vite soit capté par des personnes liées au gouvernement, et finalement aussi tout ce commerce-là s'inscrit quand même dans des pratiques de corruption de douane, petits fonctionnaires, etc., qui finalement ne changent que très peu les choses qu'on voyait au niveau africain. Voilà. Merci. Alors moi je propose qu'on a un temps limité, comme les ateliers suivants commencent.